Alors, d'abord, je tiens à remercier Johan et les membres du comité d'organisation d'avoir accepté mon projet de communication et de m'avoir invité à présenter ce papier en conversation, comme tu viens de le préciser. Alors, je ferai une remarque préliminaire à ce texte. Il s'avère que quand j'ai vu l'annonce de ce colloque sur management et travail de la Société de philosophie, de management, j'ai tout de suite pensé à une partie que j'avais écrite sur Simone Weil dans un ouvrage que je vais publier l'année qui vient, qui s'appelle De Saint-Simon à nos jours, l'analyse de l'organisation de langue française, genèse, originalité et défis contemporains. Donc, en fait, cette réflexion que je vous propose est tirée de cet ouvrage et en particulier de la deuxième partie où j'aborde les figures importantes au début du XXe siècle, c'est-à-dire de 1900 à 1950, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, l'objectif de cet ouvrage, c'est de rendre compte de notre grande tradition de réflexion sur l'organisé, l'organisation, la gestion depuis Saint-Simon, puisque vous le savez bien que pour le 19e siècle, Saint-Simon est évidemment un auteur tout à fait fondateur. Donc, j'aborde au cours du 19e siècle Saint-Simon, Comte, Proudhon, Fourier, et puis Courseul-Sonneuil, qui est celui qui a fait le manuel des affaires. Et à partir du XXe siècle, bien sûr, les Tayloriens français, avec Henri Le Chatelier, les Fordiens, Renault et Citroën, Charles Gide, l'économie sociale, Henri Fayol, évidemment, et bien sûr Simone Weil sur la question du travail, puisque je me suis replongé dans ses écrits, je l'avais lu il y a très longtemps, et j'ai découvert une philosophe tout à fait intéressante, ce que je savais bien sûr, mais si vous voulez, de la remettre à l'honneur parce que c'est quelqu'un de très important. Alors, évidemment, en voyant c'est ce que je vous ai expliqué, en voyant l'appellation de ce colloque, je me suis dit, ce serait intéressant de présenter cette pensée. Alors, évidemment, Simone Weil est une grande figure de la philosophie, et en particulier, bien sûr, autour du travail. Et évidemment, tous les gestionnaires ou ceux qui s'intéressent au travail et aux organisations, je crois que, comme on va le voir, elle aborde des questions tout à fait intéressantes, même si sa réflexion, en fait, s'est faite dans les années 30, dans un contexte qu'on pourrait appeler fordiste, hein, et qu'elle est décédée malheureusement prématurément en 1943. Donc, évidemment, c'est une grande perte d'une certaine façon, puisqu'elle était quand même encore relativement jeune quand elle est décédée. Alors, je rappellerai pour d'entrée, une de ses citations célèbres. L'ouvrier ne sait pas ce qu'il produit, et par suite, il n'a pas le sentiment d'avoir produit, mais de s'être épuisé à vide. Aucune intimité ne lie les ouvriers aux lieux et aux objets parmi lesquels leur vie s'épuise, et l'usine fait d'eux, dans leur propre pays, des étrangers, des exilés, des déracinés. Alors, bien sûr, comme je le dis, sa réflexion est faite au cours des années 30 dans le contexte de l'usine fordiste. La société a bien sûr bien évolué aujourd'hui, mais nous allons voir que un certain nombre de réflexions de sa part sont toujours d'une grande actualité.
Alors, pour articuler mon propos, je vais dans un premier temps rappeler quelques éléments biographiques de Simone Weil pour qu'on situe la personne, et puis ensuite, j'aborderai la question de sa pensée en matière de travail. Alors, il faut savoir que Simone Weil est née dans une famille alsacienne d'origine juive et agnostique, après de brillantes études au lycée Henri IV, où elle a pour professeur de philosophie le célèbre philosophe Alain, qui la marquera profondément et au cours duquel elle croise Simone de Beauvoir. Simone Weil entre à l'école normale supérieure en 1928 à 19 ans et elle est reçue à l'agrégation de philosophie en 1931. Et donc, elle commence une carrière de professeur au lycée du Puy-en-Velay à 22 ans, avant d'occuper d'autres postes par la suite dans des lycées de province. Très engagée, elle se montre très tôt solidaire des syndicats ouvriers, notamment lors d'un mouvement de grève au Puy, où elle est postée, contre le chômage et les baisses de salaire. Elle tient d'ailleurs à vivre comme les chômeurs du Puy et consacre une partie de ses revenus de professeur à la Caisse de solidarité des mineurs. Syndicaliste de l'enseignement, elle milite et écrit dans les revues syndicalistes révolutionnaires, L'École émancipée et la Révolution prolétarienne. Elle suit avec beaucoup d'attention l'évolution de l'expérience communiste en URSS et participe à partir de 1932 au Cercle communiste démocratique de Boris Souvarine, un intellectuel russe anti-stalinien. Elle contribue à la revue marxiste La Critique sociale que dirige ce dernier entre 1933 et 1934 et n'hésite pas à critiquer à l'occasion le communisme de Staline, voire à tenir tête à Trotsky. Au cours de l'été 1932, elle visite l'Allemagne afin de comprendre les raisons de la montée du nazisme dans ce pays et dont elle rend compte à son retour en France par une série d'articles. C'est à ce moment-là qu'elle va se mettre provisoirement au congé de l'éducation nationale pour faire l'expérience pleine et entière de la condition ouvrière. À partir de septembre 1934, elle devient ainsi successivement ouvrière sur presse chez Alstom à Paris, travaille à la chaîne à Boulogne-Billancourt et est embauchée comme fraiseuse chez Renault. Au cours de ces différentes expériences, elle connaît la faim, la fatigue, l'humiliation, l'oppression du travail à la chaîne, l'angoisse du chômage et le licenciement, dont elle rend compte dans son journal d'usine qui va devenir célèbre par la suite. Mais sa mauvaise santé, conjuguée aux dures conditions du travail, l'amène à mettre fin à ses expériences en usine. Elle revient alors à son métier de professeur de philosophie au lycée de Bourges et donne une grande partie de ses revenus à des personnes dans le besoin. Durant le Front populaire, elle prend part aux grèves et milite pour la paix. Malgré son pacifisme, elle décide de prendre part à la guerre d'Espagne du côté des républicains espagnols, où elle s'engage aux côtés des anarchistes sans porter les armes. Elle découvre la barbarie de la guerre, les luttes fratricides dans le camp des républicains et développe une réflexion critique à propos du militantisme. Elle revient en France profondément marquée par cette expérience. Ces deux expériences vont d'ailleurs être clés pour le développement de sa réflexion. Comme elle l'écrit, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme, en 1937. Ce qui l'amène à rompre avec l'humanisme de la volonté que lui avait enseigné son maître Alain. Elle a vu combien cette volonté s'effaçait au contact de la réalité sociale concrète. Elle a également pris conscience de la fascination que l'humanité avait pour la puissance et combien elle l'associait au bien dans des expériences totalitaires comme le nazisme ou le stalinisme, interdisant toute réflexion critique. L'abandon du rationalisme humaniste prôné par Alain va la conduire à se rapprocher du christianisme auquel elle avait déjà été exposée à plusieurs reprises et à connaître par la suite une expérience mystique tout en s'intéressant à toutes les religions anciennes et contemporaines. Elle restera de son vivant toutefois très discrète sur cette conversion, n'ayant jamais été baptisée, sa quête est avant tout spirituelle.
Après avoir quitté lors de la débâcle pour Marseille, elle s'embarque avec ses parents à destination de New York, où elle restera peu de temps. Elle y trouve en effet la situation trop confortable là-bas. Elle part pour Londres dès lors, où elle va travailler au sein de la France libre. C'est en Angleterre qu'elle meurt en 1943 d'épuisement moral et physique et de tuberculose dans un sanatorium. Elle est enterrée à Londres. Alors, vous voyez bien que son parcours est un parcours où elle est très jeune. Enfin, c'est une femme d'une très grande intelligence qui était aussi très forte en mathématiques et qui était intéressée évidemment par la vie concrète et puis l'engagement social et bien sûr qui luttait pour une forme d'humanisme plein et entier pour l'humanité et la France en particulier. Alors, évidemment, c'est à l'intérieur de tout ça qu'elle va débloquer sa réflexion sur le travail et en particulier son expérience, comme je viens de la rappeler, pleine et entière de la condition ouvrière à partir de septembre 1934 qu'elle va développer ses réflexions. Alors, sa réflexion philosophique sur le travail se nourrit à la fois de pensées d'autres philosophes, évidemment, comme Platon et Marx, et de son expérience ouvrière unique. Ce journal d'usine, quand on le lit, est en effet riche en observations sur le travail ouvrier dont elle détaille avec précision, parfois à l'heure, à la minute, le quotidien qu'elle vit. Dès lors, on peut comprendre mieux pourquoi elle considère que la principale tâche dévolue à notre époque, c'est-à-dire à ce moment-là, est de faire advenir une civilisation fondée sur une spiritualité du travail. Sa pensée sur le travail sera vraiment mise en valeur après la Seconde Guerre mondiale. C'est en effet une des rares philosophes qui cherche à faire de la philosophie une manière de vivre, non pour acquérir des connaissances, mais pour être dans la vérité de l'existence. C'est la raison pour laquelle elle a voulu partager la condition ouvrière et aussi l'expérience concrète de la guerre civile espagnole du côté des républicains. C'est aussi pourquoi elle milite dans les syndicats, est proche ou sympathisant de groupes révolutionnaires, notamment trotskistes et anarchistes, s'engage comme rédactrice, comme on l'a vu, au sein des services de la France libre à Londres, mais sans jamais adhérer à aucun moment à un parti politique. C'est en définitive une femme libre et indépendante qui développe une pensée autonome, si vous voulez, et en relation avec, bien sûr, les gens avec qui elle est en relation. Sans cesse en quête de justice et de charité au sens de fraternité, Simone Weil, en s'intéressant à la question du sens du travail et de la dignité des travailleurs, cherche à promouvoir un régime politique qui ne serait ni capitaliste ni socialiste. Les ouvrages qui vont la rendre célèbre, que vous connaissez bien sûr, certains d'entre vous, sont La condition ouvrière, L'enracinement, son œuvre fondamentale, et son étude pour une déclaration des obligations envers l'être humain. En fait, tous ces ouvrages seront publiés après-guerre. Pour Simone Weil, les causes de l'aliénation sont à rechercher dans l'activité productrice elle-même, dans la personne et non dans la structure de production et des rapports de propriété, comme a tendance parfois à le faire Marx. C'est vrai que Marx aborde aussi cette question, mais si vous voulez, elle va se positionner par rapport aux marxistes qui étaient ambiants à l'époque et qui en fait pensaient qu'en nationalisant collectivement les moyens de production, l'aliénation tomberait. Pour elle, ce n'était pas du tout, c'était pas forcément le moyen peut-être pour y arriver parce qu'il y avait d'autres éléments et c'est ce qu'elle va mettre en évidence. En fait, elle envisage de transformer les conditions de travail concrètes afin de libérer les travailleurs par une connaissance libre de leur action. Durant son expérience en usine,
usine, donc qui date de 34-35, Simone Veil fait en effet la découverte de ce qu'elle appelle un esclavage qui fait perdre tout à fait le sentiment d'avoir des droits, dans lequel la dignité de l'être humain se brise sous le poids de la nécessité physique et sociale, comme elle le note dans son journal d'usine. Dans leurs conditions serviles, les malheureux écrasés par la vie n'ont plus ni une volonté propre ni la force de désirer le bien. Si la volonté c'est le bien, les malheureux ne seraient-ils pas alors irrémédiatement abandonnés au mal? Simone Veil éprouve donc la nécessité de fonder un autre sentiment de dignité qui serait lui inaltérable et de préserver intact le désir du bien constitutif de tout être humain. Albert Camus est un des premiers à avoir révélé l'importance de ses écrits et à lui avoir rendu un hommage vibrant. Parlant de l'enracinement, il n'hésite pas à écrire que cet ouvrage est l'un des livres les plus lucides, les plus élevés, les plus beaux qu'on ait écrits depuis fort longtemps sur notre civilisation, et à mettre en parallèle le projet de Marx et celui qu'anime Veil. Depuis Marx, décrit-il, la pensée politique et sociale n'avait rien produit en Occident de plus pénétrant, de plus prophétique. C'est d'ailleurs pour faire connaître sa pensée qu'Albert Camus va fonder la collection Espoir aux éditions Gallimard. Le philosophe Giorgio Agamben a présenté Simone Veil comme la conscience la plus lucide de notre époque, et Hannah Arendt a affirmé que peut-être seule Simone Veil avait su traiter la question du travail sans préjugés ni sentimentalité. Les spécialistes contemporains de Simone Veil soulignent avec force que pour Simone Veil, la vocation de notre époque se définit par la constitution d'une civilisation fondée sur la spiritualité du travail, c'est ce que j'ai déjà présenté, et c'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur de cette mission que nous nous sommes jetés dans l'abîme des systèmes totalitaires. Le point de départ de la philosophie de Simone Veil est l'ambiguïté des limites qui existent entre le moi et le monde. L'épreuve de l'extériorité se faisant dans le travail, ce contact proprement humain avec la nécessité devient central dans l'élaboration de sa philosophie. Elle va donc développer une théorie politique selon laquelle les travailleurs seuls forment une république, car l'échange des travaux permet une forme de reconnaissance entre égaux. Mais la dégradante division entre travail manuel et travail intellectuel que l'on observe en usine supprime les conditions de l'exercice par chacun de sa puissance de penser et d'agir et les sources de la reconnaissance dans l'égalité. Simone Veil fait ainsi une distinction nette entre l'oppression et l'exploitation. Les formes de domination associées au développement du capitalisme ayant entraîné une nouvelle forme de division sociale entre ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose, et non entre ceux qui vendent et ceux qui achètent la force de travail. Comme le soulignent Christine Noël Lemaître et Renato Di Rusa, deux spécialistes de Veil, l'insuffisance des salaires n'épuise pas, bien au contraire, le problème de la souffrance ouvrière. Les conditions de travail, les rapports entre l'ouvrier et la machine et entre l'ouvrier et les chefs sont les premiers instruments d'asservissement de l'homme. La recherche de la puissance, lorsqu'elle dépasse les limites imposées par les conditions naturelles, engendre gaspillage, désordre et oppression. Il serait donc vain de compter sur le développement des forces productives pour libérer les hommes. Pour Simone Veil, son questionnement du marxisme, notamment de celui existant à l'époque, c'est-à-dire en URSS, et qui se retrouvait à influencer la pensée dans les autres pays, ouvre sur le rejet des projets politiques qui prétendent apporter une solution définitive aux problèmes sociaux. Simone Veil tient par exemple pour illusoire un projet de société dualiste dans lequel le travail socialement nécessaire serait très réduit, laissant place à d'immenses plages de loisirs dans lesquelles la liberté serait livrée à la fantaisie ou à la consommation. Elle s'oppose également à la conception d'une société automatisée qui basculerait toute la nécessité du côté des machines et des systèmes objectifs de coordination
ce qui détacherait la liberté de la nécessité. Cela explique la place qu'elle donne au travail, la liberté se définissant par un certain rapport de la pensée à une nécessité réelle. Elle est ainsi proche par certains côtés de l'anarchisme organisé, parce que évidemment, on voit bien qu'elle a été très proche des anarchistes, et il y a souvent en théorie des organisations une confusion entre anarchisme et désorganisation. Or, une grande partie des penseurs anarchistes sont des penseurs de l'organisation, à commencer par Proudhon, Enrico Malatesta, César de Pape, dont d'ailleurs j'avais fait figurer des textes dans mon ouvrage d'anthologie avec Francine Seguin dans les années 80, où on avait donné des textes classiques des théories des organisations, et je crois que c'est le seul livre de théorie des organisations à l'époque qui présentait des textes d'anarchistes, puisque Proudhon, dans un texte que nous avions repris, que j'avais choisi, Ordre et liberté, définissait en fait d'une certaine façon le défi de l'organisation. Il le disait, il n'y a pas d'ordre sans liberté et il n'y a pas de liberté sans ordre. Donc on voit bien que, contrairement à l'idée reçue que les anarchistes sont associés au désordre, en fait, c'est une fraction de la pensée anarchiste qu'on appelle individualiste, Max Stirner en particulier, mais tout le reste, ce sont des gens qui ont été à la base des coopératives, des mutuelles, des syndicats et de l'idée de fédéralisme. Donc on voit bien qu'ils cherchaient une organisation démocratique par les gens eux-mêmes. Alors on retrouve ça évidemment chez Simone Veil, puisqu'elle fréquentait et elle avait une vision où l'individu, la personne, était extrêmement important, mais aussi le collectif, et elle voulait évidemment créer une forme d'organisation démocratique où on respectait à la fois les individus et le collectif avec des objectifs qui allaient dans le sens d'un développement de l'humanité, non pas de l'exploitation des plus forts, des plus faibles par les plus forts. Alors, pour elle, la solution, bien sûr, souhaitable, réside dans une civilisation fondée sur la spiritualité du travail. La société la plus libre devant reposer sur une forme de vie matérielle, comme elle disait, dans laquelle n'interviendraient que des efforts exclusivement dirigés par la pensée claire et donc orienter l'action politique. C'est la raison pour laquelle elle a tenu à vivre concrètement la condition ouvrière. Parce que, évidemment, elle reprochait à certains intellectuels, et en particulier, y compris à Trotsky, qu'ils n'avaient aucune expérience de l'usine et la vision qu'ils avaient des ouvriers était totalement abstraite. Alors qu'elle, elle voulait se confronter dans une forme de phénoménologie, vous voyez, au vécu réel de la condition ouvrière. Alors, bien sûr, dans la forme moderne de servitude, le maître à l'usine, elle montre bien, contrôle l'espace, le temps, la cadence et livre le corps à l'esprit à une monotonie qui endort la conscience, en fait, reprenant son dû lors d'incidents sur la machine ou à la suite d'un ordre brutal donné par un chef. Les conséquences politiques d'une telle humiliation sont énormes pour elle. De moins en moins d'ouvriers, disait-elle, qualifiés, étant capables de procéder, de transposer dans l'action sociale leur force d'âme et leur esprit méthodique. Et donc, elle se posait la question de quelle révolution peut alors être capable un travailleur asservi ainsi à la machine et qui a pour seul stimulant la peur et l'argent. Hors du travail, elle constate en effet que l'humiliation le pousse à chercher des compensations politiques qui s'expriment par ce qu'elle appelle l'impérialisme ouvrier. Pour Veil, une société de travailleurs serviles secrète les conditions idéologiques du totalitarisme. Et ça, c'est une résonance très forte à son voyage en Allemagne et à ce qui se passait en URSS. Cette expérience vécue en usine l'a renforcée dans l'idée qu'une transformation de la condition ouvrière dépend de l'établissement d'un régime nouveau sur le lieu de travail. Pour ce faire, il est bon de nouer, selon elle, des relations avec de nouveaux interlocuteurs, directeurs techniques,
ingénieurs, patrons, qui cherchent de nouvelles formes de rationalisation du travail, permettant de redonner une autonomie aux individus dans la conception de leurs tâches et leur coordination dans l'exécution. Elle donne ainsi la place au dialogue avec des personnes que d'aucuns pourraient considérer comme des adversaires, voire comme des ennemis, c'est-à-dire à ce qu'on appellerait aujourd'hui les gestionnaires, si vous voulez. Pour Simone Weil, réfléchir sur ce qu'on peut faire à court terme n'empêche pas d'aller plus loin dans l'analyse sociale. La transformation de la science par l'abstraction, celle du travail par le machinisme et celle du social par l'argent, la bureaucratie, le totalitarisme sont trois aspects d'un seul et même problème, celui de la dépossession totale de l'individu dans la société moderne. L'épreuve du travail concret provoque ainsi moins un tournant dans la pensée qu'une transposition de l'analyse à un niveau supérieur, un remaniement de la lecture des niveaux du réel, le niveau spirituel jouant désormais le rôle d'un principe d'ordre. Dans ses préoccupations spirituelles, le travail joue un rôle essentiel. Le clé, comme on l'a vu, le clé de la spiritualité du travail est dans le fait que le travail est une expérience quotidienne de consentement à la nécessité, qui est aussi une forme de liberté, et cela dans la mesure même où il est un acte de soumission consciente à la nécessité, comme elle le dit. Comme le souligne Chenevier, qui a travaillé aussi Simone Weil, la lecture philosophique du travail de Simone Weil s'articule autour de deux points. D'une part, une réaction aux tendances de la modernité vers un désenchantement du monde, ces tendances conduisant au déracinement, et d'autre part, une proposition de moyens pour un nouvel enracinement qui répondrait au désarroi de notre époque et qui touche l'univers de travail. Son ouvrage, L'enracinement, est d'ailleurs sous-titré Plaidoyer pour une civilisation nouvelle. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de rétablir une unité prémoderne, car la modernité offre des possibilités de renouer un pacte de l'esprit, comme elle dit, avec le monde d'une manière à la fois rationnelle et authentiquement spirituelle. Ce qui est précieux chez Simone Weil, comme le rappellent à nouveau Christine Noël-Lemaître et Renata Di Ruzza, c'est donc cette réflexion philosophique sur le travail à un moment où les interrogations et critiques sur la nature de ce travail et ses conséquences sur la santé mentale et physique se multiplient aujourd'hui. Comme l'a écrit Simone Weil, il apparaît ainsi une nouvelle méthode d'analyse sociale qui n'est pas celle de Marx, bien qu'elle parte, comme le voulait Marx, des rapports de production, mais au lieu que Marx, dont la conception reste d'ailleurs peu précise sur ce point, semble avoir voulu ranger les modes de production en fonction du rendement, on les analyserait en fonction du rapport entre la pensée et l'action. Malgré son contexte historique daté, le monde de l'usine des années 30, comme j'ai déjà souligné, les réflexions de Simone Weil demeurent encore d'une grande actualité, car c'est un fondement de l'organisation du travail contemporaine, ne les ont pas mis de côté pour autant. Comme le souligne Alain Supiot, la volonté d'étendre à la société tout entière ce que l'on imagine être une organisation scientifique du travail n'a nullement disparu de nos jours. Elle a seulement changé de forme. Son modèle n'est plus celui des lois de la physique classique, mais celui des algorithmes de la cybernétique. Au cours des dernières décennies, on a en effet constaté que de nombreux politiques, en particulier de gauche, ont d'ailleurs endossé cette idéologie de la rationalisation, privilégiant les contreparties en temps et en argent au détriment du contenu du travail. Alors, je renvoie bien sûr aux critiques de Gors en 1988, mais aussi plus récemment à celles de Bruno Trentin en 2012. C'est ce que d'aucuns ont appelé le compromis fordiste. Ce constat a amené la réactualisation de la pensée de Simone Weil, dont la conception du métier de philosophe est d'explorer les structures de la condition humaine, et bien sûr, comme on l'a vu, le travail étant un des éléments clés de cette condition. Dans les sociétés modernes, évidemment. Pour les gestionnaires, son travail rappelle l'importance de l'expérience vécue en situation
et de développer des pratiques qui tiennent compte de ce que j'appelle, moi depuis très longtemps, pour ma part, une anthropologie, c'est-à-dire à partir d'une connaissance de l'être humain tel qu'on le connaît, à partir des connaissances établies, et une connaissance de l'être humain en contexte, c'est-à-dire quand il travaille dans son contexte singulier d'organisation situé dans une localité, dans un pays, etc. Donc, en guise de conclusion, parce que je veux quand même laisser la parole à la conversation, puisque c'est une conversation, comme nous pouvons le voir, la pensée de veille est utile pour revisiter à la fois notre représentation du travail dans le contexte actuel et notre rapport à un certain marxisme. Car l'œuvre de Simone Veil se voulait une alternative à la doctrine du marxisme orthodoxe régnant à son époque. Elle est en quelque sorte plus marxienne que marxiste stricto sensu, pour parler comme Raymond Aron. Pour Veil, à l'instar de Marx, le travail n'est pas en effet une activité parmi d'autres, mais bien une véritable catégorie anthropologique. Le travail constituant l'essence de la condition humaine moderne. Et alors, évidemment, on peut contraster par rapport, contrairement bien sûr aux sociétés de cueilleurs-chasseurs, qui ont constitué 95% de la vie de l'espèce humaine, c'est-à-dire de la vie de l'Homo sapiens, et qui ne connaissaient pas tous les mots qui nous sont aujourd'hui familiers de travail, productivité, rentabilité, performance, comme le rappellent les anthropologues de l'économie, Mauss, Polanyi, Godelier, Salins, entre autres. Pour Simone Veil, penser le travail passe donc par un dialogue entre les savoirs savants de ceux qui pensent le travail des autres et les savoirs non savants de ceux qui travaillent effectivement, pour réduire l'écart entre ce que nous appelons aujourd'hui le prescrit et le réel. Au cours des dernières décennies, les ergonomes de l'activité, comme Wisner par exemple, les sociopsychanalystes comme Mendel, les psychodynamiciens du travail comme Dejour, les adeptes de la démarche ergologique comme Hirsch Schwartz ont cherché à répondre à cette injonction de Veil, mettre fin à la séparation entre ceux qui sont habilités à penser le travail et ceux qui ne peuvent que l'exécuter, et à mieux rendre compte de l'écart entre le prescrit et le réel, bien sûr. Ce que les pratiques managériales oublient trop souvent, comme vous le savez, avec la montée de la technocratie et du managérialisme. Tous les acteurs qui essaient de transformer la société, le travail et la gestion des organisations dans le sens d'un humanisme démocratique, je prépare un livre dans ce sens, et qui cherchent à réconcilier la logique de production et la dignité du travail, trouveront donc dans les réflexions de Simone Veil, à n'en pas douter, matière à réflexion. Relire Simone Veil est donc indispensable pour tous ceux et toutes celles qui cherchent, notamment en gestion, à contribuer à ce nouvel horizon. C'est ce que j'ai moi-même éprouvé lors de la rédaction de mon ouvrage en relisant Simone Veil. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, il y a un certain nombre de mots-clés que j'ai déjà vu des réactions démarrer quand tu parles de cybernétique, il va y avoir du contrôle, il y a de l'anarchie. Moi, j'ai un certain nombre de questions, mais pareil, je ne veux pas du tout monopoliser les questions et les réactions. Je ferai les arbitrages entre les mains dans la salle et les mains en ligne. Donc, est-ce qu'il y a des premières réactions ou questions? Je m'en doutais un petit peu. Alors, puisque tu as 5 mains levées, je vais commencer par toi, mais n'hésitez pas à poser des questions en ligne et à lever la main dans la salle. Laurent. Je vais essayer. D'abord, merci beaucoup Jean-François pour ce texte qui… Qui est-ce qui parle? Parce que je ne vois pas qui parle. Laurent Magne. Ah, d'accord, très bien. Et qui est sur vraiment l'auteur qui, à mon avis, va véritablement dans le sujet, qui sort des sentiers battus et qui a une expérience de ce dont elle parle. C'est-à-dire qu'elle n'en parle pas à l'extérieur en haut, elle en parle à l'intérieur en bas. Exact. Et ça, c'est quelque chose qui donne une authenticité à la réflexion qui manque souvent. C'est plutôt un questionnement, c'est-à-dire à partir de ton texte sur Veil,
engager cette conversation avec toi sur cette notion de lien entre le travail et le management. Et du coup, c'est plutôt une galaxie de questions que je vais projeter. Après, sens-toi libre de répondre à ce qui t'intéresse parmi tout ça. La première chose, c'est sur la définition même du travail. On entend souvent l'étymologie de tripalium, etc. Le travail serait donc une forme de tourment, de souffrance, de douleur. Il y a d'autres pistes, on va dire, étymologiques qui sont intéressantes. Et comme tu parlais, notamment par exemple de Christophe Dejour, bien connu pour la souffrance au travail, qui, selon cette étymologie, est donc un pléonasme. Il y a des choses peut-être à regarder, surtout parce que la perspective de Weil ne va pas du tout dans le sens finalement de cette inexorable souffrance. Et l'œuvre philosophique de Weil, telle que tu l'as décrit, est même plutôt une tentative de solution de, on va dire, cette aporie du travail qui l'a fait réagir dans sa chair profonde et avec les conditions que tu as amenées. La deuxième série de remarques, elle tourne autour de l'organisation du travail. C'est-à-dire que le travail, du coup, en tant qu'élément, est pris dans un système qui est plus grand. Donc ensuite, il y a une question aussi ici du niveau d'analyse. Est-ce que le niveau d'analyse du travail est pertinent et si oui, à quel niveau? Donc comment articuler cette question de l'organisation du travail? Est-ce que l'organisation du travail ne doit pas aller encore plus loin, puisqu'on a une perspective qui risque d'être relativement opérationnelle, avec organisation et management, on est en train de passer à la couche du dessus, qui est, on va dire, le middle management, mais est-ce qu'il ne faudrait pas encore remonter d'un cran en plus pour aller vers justement le top management et donc aborder des questions de gouvernance? Et donc, je te suggère une expression sur laquelle tu seras libre de réagir, qui est quelle gouvernance pour le travail, si cette expression a un sens. Ce qui nous amène in fine à mon grand dada, mais bon, comme je suis chercheur en contrôle, forcément, ça reparaît, qui est le travail peut-il se contrôler? Et du coup, quelles sont les mesures de contrôle du travail et surtout quelles sont les finalités du contrôle du travail? Même si Weil donne déjà un certain nombre de réponses à ces questions, je serais intéressé d'entendre ton point de vue personnel sur ces questions et comment tu le traces à partir de Simone Weil et d'autres choses. Je vais m'arrêter là pour cette première salle. Bon, ok. Bon, première chose sur cette question de souffrance, je pense que contrairement à ce qu'on dit de Christophe Dejour, il faut pas oublier qu'il parlait du plaisir au travail aussi. Il a fait un chapitre dans mon livre L'individu dans l'organisation en 1990 qui s'appelait Plaisir et souffrance dans les organisations. Donc il n'y a pas que de la souffrance. Je sais bien que certains le présentent comme ça, mais comme on travaille beaucoup ensemble, je peux en témoigner. Et d'ailleurs, son dernier livre, Le choix en 2015, montre ça très bien, puisqu'il montre qu'en fait, qu'on peut avoir des modes d'organisation du travail qui soient beaucoup plus salutogènes que pathogènes. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Et je crois que de ce point de vue-là, Simone Weil, quand je regarde ce qu'a dit Dejour, quand il parle du travailler, parce que lui, il ne parle pas du travail, il parle du travailler, c'est en fait ce que l'on observe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des prescriptions et ils ont une réalité. Et évidemment, toutes les sciences du travail, qu'est-ce qu'elles ont montré? C'est que le prescrit, ce n'est pas le réel. Mais le problème que nous avons avec certains gestionnaires, c'est qu'ils pensent que, bien sûr, le management étant fait de prescriptions, de normes, de procédures, etc., à respecter, ils pensent que le prescrit, c'est le réel. Alors, évidemment, dans la réalité, la souffrance est au rendez-vous parce que, vous le savez comme moi, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans plein d'endroits, les gens se retrouvent à faire un travail, on leur demande de le faire d'une certaine façon, c'est impossible de le faire, donc qu'est-ce qu'ils font? Ou ils fuient, ou ils résistent, ou ils se retrouvent dans des situations évidemment
problématiques en termes de santé mentale et physique. Bon, moi, j'ai travaillé cette question depuis très longtemps. J'ai fait une thèse en 85 qui s'appelait « La production sociale de la maladie », bien sûr, qui était associée au travail et où mes données ont montré qu'un tiers des patients qui étaient hypertendus souffraient de problèmes au travail. Donc, je pense que cette question du travail est importante, mais c'est surtout du travailler, c'est-à-dire comment en fait se joue ce jeu entre le prescrit et le réel en contexte. Et je pense que l'intérêt de Simone Veil, mais on voit bien que les travaux par la suite d'un certain nombre de contemporains se sont inscrits d'une certaine façon là-dedans, parce que qu'est-ce qu'elle restituait, Simone Veil? C'était en définitive la vraie réalité. Moi, j'ai fait un terrain avec des collègues il y a longtemps, mais qui est un classique, en 97, où on évaluait une intervention ergonomique à la Société des alcools du Québec. Ça fait rire toujours tout le monde quand je parle de la Société des alcools du Québec, mais c'était dans les entrepôts et ils avaient fait une intervention parce qu'ils avaient des gros problèmes de maux de dos, etc., des problèmes physiques. Et donc, on a essayé d'évaluer, si vous voulez, si l'intervention dans les deux grands entrepôts du Québec, c'est-à-dire Québec et Montréal, mais en fait, il y avait eu deux interventions très différentes. Mais moi, moi, je me suis occupé des contremaîtres et des cadres et des vice-présidents. Enfin, j'ai fait la partie management et j'avais une autre collègue qui s'occupait des ouvriers, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'écouter les contremaîtres parce que, en fait, il y avait eu une grève, pour vous donner une anecdote, mais qui est parlante, sur autour du nombre de caisses à manutentionner dans l'entrepôt. Alors, selon les travailleurs, c'était 850 par jour. Selon un biomécanicien qui avait fait ça dans un laboratoire avec toutes les conditions parfaites, c'était 1250. Donc, le vice-président distribution, qui était un homme qui n'était pas d'une intelligence en situation très, très forte, lui, il disait 1250. Donc, ça a donné un conflit de 4 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait l'entretien avec les cadres se sont rendus compte, parce que dans le système québécois, les contremaîtres sont du côté du patron. Donc, du coup, ils ont été obligés de se substituer aux travailleurs. Alors, parfois, c'est des anciens travailleurs, mais il y en avait beaucoup, ça n'en était pas. Et puis, les cadres aussi ont été obligés de s'y coller. Et là, ils m'ont tous dit, on avait hâte qu'ils reviennent parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que la réalité du biomécanicien dans un modèle parfait n'était pas ce qui arrivait, voyez, dans l'entrepôt. Par exemple, chose très simple, les caisses étaient parfois collées. Vous savez, les gens mettent de la colle et sur les cartons, et la deuxième caisse était collée à la première. Donc, quand ils en soulevaient une, ils en soulevaient deux. C'est pas la même chose. Il pouvait avoir à l'époque, puisque c'était en 97, encore des camions qui arrivaient qui n'étaient pas palettisés. Vous voyez, donc c'était des camions américains énormes avec des cartons, et là on raisonnait, donc on pouvait en rajouter comme ça. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience, un peu ce qu'ont vécu les cadres et les contremaîtres, c'est un peu ce que Simone Veil a vécu, c'est-à-dire ils se sont retrouvés dans la situation des travailleurs, vous voyez, et là ils ont découvert que c'était pas de la tarte, vous voyez, que c'était pas aussi simple que ce qu'ils pensaient. Donc je crois que ça, c'est un des gros problèmes que nous vivons actuellement dans le cadre du management, puisqu'on produit des systèmes des systèmes de plus en plus sophistiqués, et dans certains cas, ils ne tiennent pas compte de la manière dont les gens travaillent réellement et du contexte. Et on le voit bien à l'hôpital, on le voit bien dans plein de domaines. Voilà. Alors, sur la question de l'organisation du travail, bah évidemment, l'organisation du travail, c'est une question centrale. Mais la question que posait Veil, en fait, et c'est ça qui est intéressant, et on voit bien qu'elle voulait en fait intégrer,
tout le monde, tous ceux qui étaient bienveillants pour essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire, on le voit très bien d'ailleurs, parfois, moi j'ai fait des terrains, on voit bien qu'il y a des gestionnaires, il y a des managers, y compris des dirigeants, qui sont ouverts pour qu'on améliore sérieusement les conditions de travail et l'organisation du travail. Donc, on introduit des éléments plus participatifs, etc. Bon, mais elle était plutôt dans cet aspect-là. Et puis, bien sûr, on sait aujourd'hui qu'on peut faire appel à des ergonomes, etc., qui peuvent éventuellement aider aussi à toutes ces choses-là. Et pour elle, si vous voulez, à son époque, elle pensait, en fait, bon, bien sûr, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui dans certains domaines, mais elle voyait dans ces personnes-là des gens tout à fait intéressants pour discuter avec les travailleurs de base, pour en fait organiser le travail dans le bon sens et non pas dans le mauvais sens. Alors, le travail peut-il être contrôlé? Le problème, c'est que oui et non, parce que l'activité est faite d'incertitudes, de choses qui ne fonctionnent pas tout à fait comme on prévoyait. On le voit bien d'ailleurs, on l'a vu dans notre pandémie, on a utilisé énormément les machines, etc. Et on a vu que dans certains cas, ça marchait, puis dans certains cas, ça ne marchait pas. Donc, en fait, on a été obligé de s'ajuster à des situations parce que même si on les a prévues, il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Donc, du coup, contrôler complètement le travail, c'est pour moi très compliqué. Je pense qu'évidemment, on peut regarder la performance, qu'est-ce que les gens font, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des choses souvent extrêmement quantitatives et on va perdre de vue le qualitatif. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans notre univers académique, où maintenant on évalue les gens en fonction du nombre d'articles qu'ils ont fait dans des revues classées, mais ce qu'ils ont écrit, les contenus et tout ça, il y en a plein qui ça intéresse pas en fait. C'est pas ça qui est, mais c'est effectivement les indicateurs. Donc on voit bien que de ce point de vue-là, je pense que Simone Veil, à travers son analyse, je dirais quasiment phénoménologique du travail et puis sa vision philosophique, réinscrivait les éléments qualitatifs et symboliques au cœur de l'action. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Merci beaucoup. Je vois que Baptiste a levé une main virtuelle. Bonjour à tous, m'entendez-vous? Oui. Bonjour Baptiste. Voilà, bonjour Jean-François. Je m'excuse pour mon arrivée un peu tardive et j'espère que ma question ne va pas trouver une réponse dans la partie de la conférence que j'ai manquée. Je voudrais rebondir sur la question de Laurent qui part de la notion de souffrance, mais peut-être à partir d'un autre point de vue qui serait celui du christianisme de Simone Veil. Oui. Et dans son christianisme, elle porte une attention particulière à l'incarnation et plus précisément à la kénose. Donc la kénose, c'est l'évidement de Dieu, le fait qu'il se dépouille de sa puissance pour prendre une forme humaine et partager ainsi notre condition précaire, fragile et mortelle. Et il me semble que ce qu'elle retrouve dans l'usine, c'est précisément cette expérience kénotique, c'est-à-dire celle de la souffrance humaine par excellence, à tel point que je me demande si la suppression de cette souffrance n'abolirait pas son christianisme. C'est-à-dire que finalement, son christianisme serait un obstacle à une émancipation radicale. C'est ma première remarque. Je m'interroge sur la compatibilité donc, de sa sensibilité exacerbée à la kénose. Il faut lire ses lettres au Père Perrin, notamment, voir à quel point ce sujet la touche. Et donc la compatibilité de cette sensibilité à la kénose est un projet, pour en parler, révolutionnaire. Bon. Et ma deuxième question, qui cette fois-ci ne va pas contre Simone Veil, mais s'appuie sur elle, est-ce que cette expérience de la souffrance, qui quelque part rend l'expérience du travail immédiate, n'est pas une objection contre toutes les formes de médiation
de compréhension du travail, c'est-à-dire la méthodologie en sciences humaines. C'est-à-dire que s'interpose entre le chercheur et le travail un arsenal objectif qui est la méthodologie, quelle que soit la méthodologie, quantique, Ali, etc. Et donc, est-ce que se réclamer de Simone Weil, ce n'est pas quelque part critiquer de façon radicale tout cet arsenal méthodologique? Voilà. Bah, tu poses de bonnes questions aussi. Je dirais, effectivement, c'est clair que Simone Weil entretient avec le christianisme une relation très particulière, très singulière, puisqu'elle n'a pas été baptisée, elle s'intéresse à toutes sortes de religions, elle était juive évidemment par sa famille, mais elle était totalement agnostique, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a certainement, comme tu le soulignes, une influence de cela dans sa réflexion, ça c'est et dans sa spiritualité, ça c'est. Je pense qu'il y a cet élément-là, c'est sûr. Maintenant, je crois qu'en même temps, elle met le doigt. Alors après, évidemment, on peut gloser sur cette question et de se dire que ça va empêcher la révolution politique radicale par rapport à certaines choses, puisque évidemment, comme je l'expliquais dans mon propos tout à l'heure, c'est qu'elle était absolument, elle croyait pas du tout à la révolution, qu'elle allait tout changer du jour au lendemain, hein, ça c'est clair. Et elle a même vu justement comment l'affaiblissement, ce qu'on pourrait peut-être dire aussi, ce qu'avait vu Kurt Lewin, etc., c'est-à-dire l'affaissement du sujet, c'est-à-dire du sujet comme libre qui se pose plein de questions dans le cadre de phénomènes totalitaires comme le nazisme, etc., avait conduit évidemment à ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que, par exemple, toute la psychosociologie des organisations, comme j'en avais discuté beaucoup avec Eugène Henriquez, s'est constituée à partir de l'expérience nazie des années 30 et en particulier de l'expérience de Kurt Lewin qui lui a quitté en 1933 parce qu'il avait vu que très vite que ça allait mal tourner et lui après sa question c'était comment on peut arriver à ce que les individus ne tombent pas là-dedans, quoi. C'est-à-dire, et donc arriver à avoir des sujets critiques qui puissent bâtir des projets. Et puis, on voit bien que derrière, c'est toute la question de la démocratie qui est posée d'une certaine façon. Et Simone Weil se posait la même question, parce qu'elle était critique à la fois de l'Union soviétique et du stalinisme, en raison de son lien avec Boris Souvarine, et puis ce qu'elle avait vu aussi, ce qu'elle avait pratiqué, et puis les débats qu'il y avait pendant la guerre civile espagnole, et puis aussi, elle est allée en Allemagne et elle avait découvert la montée, d'une certaine façon, du nazisme, y compris dans certaines couches laborieuses, c'est-à-dire ouvrières. Donc, elle aussi était dans cette visée de construire des individus qui soient des vrais acteurs sujets, critiques, et qui ne se laissent pas manipuler, bien sûr, par des mouvements de masse qui réduisaient l'individu à rien, puisqu'il n'existait plus dans ce genre de dynamique. Donc voilà, ça c'est un élément. L'autre question que tu m'as posée, c'est sur la question de la méthodologie. C'est une question intéressante. Et je crois que c'est. Alors, évidemment, on peut y répondre parce que, d'une certaine façon, Simone Weil a été une observatrice participante d'une certaine façon. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu des travaux il m'est arrivé, moi j'avais, quand l'établi de Robert Linhart a été publié, moi j'avais trouvé ce bouquin absolument magnifique, c'était son expérience, c'était un peu une Simone Weil, mais en garçon, dans les usines Panhard qui existaient encore en 1974, du côté de la porte de Choisy, et c'est extrêmement intéressant parce que lui, il y était allé parce qu'il voulait faire la révolution, en fait.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que Robert Linhart, comme il a vu qu'il ne pouvait pas faire la révolution, il en a fait une dépression profonde. Et il a disparu après, alors qu'il avait fait un travail absolument extraordinaire, mais en observation participante, il avait restitué le quotidien d'un travailleur et puis des travailleurs, etc. Et donc, je pense que de ce côté-là, on peut dire que la méthode d'observation participante, et on le voit bien dans beaucoup de cas, elle a donné des résultats tout à fait intéressants parce que, en fait, là, on se retrouve confronté au travail réel, quoi. On n'est plus en distance vraiment, c'est-à-dire qu'on est à la fois dedans et bien sûr, après on prend des notes quand on sort, etc. Mais il y a, je crois que de ce point de vue-là, ça ne met pas fin à je dirais, à ce type de méthode. Maintenant, après, parce que effectivement, ça c'est ce que et Simone Veil, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, elle critiquait Trotsky, Lénine et compagnie pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'elle disait c'est des gens qui n'ont aucune connaissance concrète de l'usine et de la vie des travailleurs. Et je crois que elle n'avait pas tort d'ailleurs, parce que effectivement, mais évidemment c'est pour ça que elle a été parfois alors, il y en a qui étaient évidemment impressionnés par sa capacité intellectuelle et en même temps ce dévouement, parce qu'en plus, elle était d'une générosité extraordinaire. Elle donnait son fric à tout le monde. Enfin, elle vivait la fraternité dans toute son ampleur. Et c'est vrai que la question sur la méthodologie, bah, tu poses une question qui est une vraie question et que moi j'ai toujours, tu sais bien que je défends ce point de vue, c'est que je pense qu'effectivement, il faut coller le plus proche du réel concret pour connaître, si tu veux, ce qui se passe, quoi. Parce que, alors évidemment, on peut le faire par l'observation participante, on peut le faire par des plongées, des entretiens, des observations aussi en in situ. Il y a plein de choses qui nous rapprochent. Et là, on est très loin de la recherche par hélicoptère. Je pense que c'est ça qu'il faut réduire. Après, évidemment, on peut faire il peut y avoir des enquêtes par questionnaire qui ne peuvent pas être inintéressantes aussi. Hein. Après, ça dépend de ce qu'on fait, de la qualité du questionnaire, etc. Mais je crois que rien ne remplacera l'expérience au quotidien. Alors, il y a une question de Sarah d'abord, et ensuite Marius dans la salle. Sarah, à toi. Oui, merci Johan. Merci professeur Chanla pour cet exposé et merci de reposer la question du spiritualisme, si on peut dire, avec Simone Veil en management. Je crois que ça nous questionne aussi sur la relation du management à une anthropologie, en tout cas une forme d'anthropologie qui réassume, qui assume enfin la dimension spirituelle de l'homme. Et je vous remercie pour ça. C'est quelque chose, j'ai beaucoup travaillé à partir de Mounier, mais effectivement, la figure de Simone Veil est très intéressante en ce sens. Avant peut-être de poser ma question, je voulais réagir à la première question de Baptiste sur la kénose, enfin, la fascination de Simone Veil pour la kénose. Et du coup, enfin, si je vais au bout des implications de cette question, est-ce que ça fait des chrétiens, des masochistes dans le travail, fascinés, enfin, voilà, avec une fascination malsaine pour une forme de souffrance en rattachement à la kénose? Alors, peut-être que ça vient de la dimension mystique de Simone Veil et pas nécessairement... Enfin, ça vient de son christianisme, mais pas nécessairement du christianisme. Alors voilà, je me permets... Petit indice, on trouve la même chose chez Ivan Illich, par exemple. Il y a une famille de penseurs, on va dire technocritiques, qui se réfèrent beaucoup à la kénose. Mais voilà, petite parenthèse. Oui, voilà. Alors, dans quelle mesure ça participe d'une lecture? En tout cas, il me semble que la kénose étant d'abord le fait de Dieu, certes, ça appelle dans la foi des chrétiens peut-être, pour certains mystiques, une recherche de la souffrance, mais je crois que c'est surtout une manière de dire que à travers l'incarnation, le divin rejoint l'homme dans toute sa condition, y compris la souffrance, et donc les ouvriers y compris.
Et donc après, est-ce que ça veut dire qu'il faut rechercher la souffrance pour se rapprocher de Dieu? Ça, c'est à mon avis plutôt une question du mysticisme que de la foi. Bon, bref, je ferme la parenthèse, mais une réflexion comme ça. Ma question, du coup, c'est celle de la subsidiarité. Voilà, quelle place faire à la subsidiarité dans la pensée de Simone Veil sur le travail, puisque voilà, je trouve que ça venait recouper beaucoup de ce qui avait été dit, de se rapprocher du travailleur et à la fois de venir renouer le travail comme pratique et l'intelligence du travail au service d'une connaissance qui conduise à une plus grande forme de liberté. Donc voilà, quelle place vous donneriez à la subsidiarité dans... Quand vous entendez subsidiarité, vous l'entendez comment? Alors, comment j'entends subsidiarité? Eh ben, c'est à la fois l'idée que la connaissance est aussi du côté du travailleur pris dans le réel et pas simplement du prescripteur, si je reprends vos termes, mais également, et bon, ça c'est du coup une dimension à laquelle je suis aussi très attachée, c'est la disponibilité finalement du contremaître ou du cadre aux questions de l'ouvrier s'il en est besoin pour qu'il ne soit pas dans une situation où il serait livré à lui-même avec des responsabilités où il ne serait pas sûr. Voilà, c'est un peu ces deux aspects-là. Oui, bah, je pense que si vous voulez, là, cette question-là, bah, elle est centrale, évidemment, dans la réflexion de Simone Veil. Et en fait, énormément de collègues contemporains ont essayé justement de rendre compte de cette compréhension par les acteurs eux-mêmes de leur contexte et comment il était important d'en tenir compte pour élaborer éventuellement les pratiques et l'organisation, évidemment. Ça, je pense que c'est un élément. Et l'autre élément, effectivement, c'est la question de l'écoute et de la parole et du dialogue. Et alors, effectivement, ça introduit quelque chose que j'avais poussé il y a déjà maintenant plus d'une trentaine d'années, c'est la question de la parole et dans les organisations et le fait que le management a une vision informationnelle de la communication très largement et n'a pas une vision langagière, comme dirait mon regretté ami Jacques Girin, par exemple, qui avait fait un chapitre dans mon livre remarquable sur les problèmes de langage dans les organisations, parce que en fait, on a une vision très appauvrie de la communication dans certains milieux de management, puisqu'on le résume à de l'information. J'ai informé par un courriel, et puis voilà, c'est fini. Les gens sont au courant, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Et je pense qu'un des gros problèmes que l'on vit aujourd'hui, et puis alors l'instrument que nous avons maintenant, on a multiplié les informations, on a la vitesse de ces informations, etc. Mais en même temps, est-ce qu'on a amélioré le dialogue et l'écoute entre les gens? Je ne suis pas certain. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je crois que là, ce que Simone Veil, derrière, un petit peu, si on essaie de voir, et puis je pense que tous les autres, en fait, qui ont continué, enfin, dans les sciences du travail, tout au moins, et aussi en gestion, ceux qui sont intéressés par rendre compte d'une réalité vraiment concrète et de faire en sorte que les gens vivent bien où ils vivent, tout en évidemment faisant bien ce qu'ils ont à faire. Ça passe par évidemment la parole. Quand je vois qu'on redécouvre aujourd'hui les espaces de discussion, les espaces de parole, mais ça fait des décennies qu'il y a des gens qui soutiennent ça, et qu'en gestion, on commence à mettre ça de l'avant. Mais on voit bien qu'il y a quand même, ça prend du temps à infuser. Alors évidemment, il y a des gens qui font, comme disait Monsieur Jourdain, de la prose sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils pratiquent cette question du dialogue et de la parole pour eux, et ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas lu Girin ou ils n'ont pas lu les gens qui réfléchissent sur ces questions, mais parce qu'ils pensent qu'ils ont une compréhension humaine qui est là, c'est-à-dire de se dire il faut écouter les gens qui sont là, ils vont peut-être nous dire qu'est-ce qu'ils vivent et peut-être qu'à partir de là, on va pouvoir élaborer des solutions qui soient plus adaptées. Marius.
Oui, professeur Chanla, j'aurais deux questions pour vous. Une première, ce serait par rapport aux auteurs contemporains qui racontent l'usine. Notamment, je pense à Joseph Pontus, qui, je pense, peut s'asseoir à la table de Simone Veil et de Linhart, un peu plus récemment, qui raconte son expérience en tant qu'intérimaire dans l'industrie agroalimentaire en Bretagne, notamment dans les abattoirs. Et moi, je vois une grande différence. Alors, je le confesse, je n'ai lu que des extraits de Simone Veil, je n'en ai pas lu dans le cœur du texte. Mais quand Pontus évoque qu'il n'y a pas de conscience de classe, il n'y a même pas d'usine, on ne peut pas se rattacher à l'usine, parce qu'il n'y a même pas de nom à l'usine. On est de la crevette ou on est de l'équarrissage, et ça change du jour au jour. Donc, il faut savoir là si l'expérience phénoménologique du travail à l'usine, est-ce qu'elle nous apprend quelque chose de manière presque transhistorique, par-delà le temps, ou est-ce qu'entre les différentes époques, on peut voir de grandes différences? Et en écoutant ce que disait Baptiste Rapin, l'action de la méthodologie, moi aussi, elle me frappe parce qu'en lisant, je lis peu de littérature, à chaque fois que j'en lis, je suis frappé. Mais en lisant Joseph Pontus, j'ai été marqué, j'ai l'impression d'avoir vécu bien plus l'usine. À chaque fois que j'achète des crevettes, maintenant, je pense à Joseph Pontus. Alors que, vraiment, je suis frappé pour tout vous dire, je pense à ces gens qui ont. Qui me permettent de manger mes crevettes. Et pendant qu'on parle, il y a 50 000 personnes dans l'agroalimentaire en France qui bossent, dans des conditions parfois effroyables. Et donc, est-ce que la littérature n'a pas que ça à faire, bien plus que l'entretien semi-directif et SPSS et autres? Et l'autre point de question que j'aurais, c'est la citation que vous avez évoquée de Simone Veil. L'ouvrier ne sait pas ce qu'il produit et par suite, il n'a pas de sentiment d'avoir produit, mais de s'être épuisé à vide. Et je pensais au travail zombie qu'évoque Kasunoges. Également, vous savez, ce travail, cette production de valeur qu'on fait lorsqu'on a un smartphone et lorsqu'on passe 3 heures à des vidéos TikTok qui s'enchaînent toutes les 30 secondes, lorsqu'on like des photos, etc., à la fin, on peut avoir l'esprit totalement épuisé. Je voulais savoir si est-ce que cette situation qui est la situation globale du capitalisme de surveillance, est-ce qu'on peut la penser avec Simone Veil? Vous avez évoqué à un moment donné la question de l'algorithme. Voilà. Le temps de cerveau disponible qu'aimait évoquer Patrick Lelay, son business, je vends le temps de cerveau disponible. Et d'ailleurs, Coca-Cola, Kasunoges, c'est un peu la citation qu'il travaille dans son ouvrage sur le travail. Donc, voilà, 2 éléments de question sur lesquels vous avez des commentaires. C'est bien aussi de soulever, évidemment, les observations d'aujourd'hui. Il y a eu plein de travaux de ce type, sur des gens qui restituent leur expérience dans des contextes, évidemment, qui sont un peu différents de l'usine fordienne classique comme on a connu, qui effectivement même elle-même a évolué puisque ces usines sont aujourd'hui très largement robotisées, avec des gens qui sont très qualifiés, qui surveillent les machines, les robots, etc. Et puis en fait, les humains restant à la finition à la fin, quoi. Je me souviens quand j'ai visité certaines usines automobiles, c'était un peu ça, quoi. Donc, je dirais que mais je crois que la question centrale du sens du travail, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'elle pose, en fait, Simone Veil, c'est quel sens a le travail que je fais dans le contexte où je suis. Alors la question, évidemment, on a des contextes variés, mais vous prenez par exemple, on avait dit le taylorisme est mort, etc., mais en fait, il y a eu des formes de néo-taylorisme. Si vous regardez la McDonaldisation, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'ai appelé du fordisme culinaire, c'est-à-dire qu'en fait, tout le système est fait de telle façon que tout est minuté. Vous savez que le hamburger doit arriver dans les 3 minutes, sans quoi on le jette, etc. Tout est calculé, la rondelle d'oignon, la rondelle de tomate, etc. Et donc, on se retrouve en fait à une application dans les services de restauration de quelque chose qui existait déjà auparavant. Mais bon, c'est pas un changement majeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont là? D'ailleurs, on le voit bien, en plus, il y a la pression, comme l'a dit George Ritzer dans son livre sur la McDonaldisation de la société, que là, ce qu'on introduit, c'est une réduction du temps entre le besoin et la satisfaction du besoin. Vous voyez ? Et donc, évidemment, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent plus d'attendre 3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? On le voit bien même avec nos machines, etc. Si ça va pas, c'est pas immédiat, on commence à s'inquiéter, quoi. Et donc là, on est en train de changer
en fait les comportements, et quand ce sont des gens, bah, évidemment, on pense que c'est des machines, quoi. Ils devraient répondre comme des machines. Donc, on se retrouve d'une certaine façon, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Parce que le plaisir des gens dans les services, c'est aussi de discuter avec le client, c'est d'avoir la parole, enfin, un échange, quoi. Si on n'est plus que simplement un distributeur de billets, évidemment, on appauvrit considérablement le travail et le sens de ce travail, quoi. Je veux dire, c'est clair. Donc, de ce point de vue-là, moi, je dirais que les nouvelles formes, parce que regardez ce qui se passe dans les abattoirs industriels, etc., on est quand même encore dans une forme de taylorisme. Je veux dire, ça n'a pas vraiment… alors, évidemment, c'est parfois plus sophistiqué en termes de technique, mais je veux dire, ça entraîne des conséquences de santé mentale et physique chez certains qui sont quand même loin de… enfin, qui sont problématiques. Bon, la deuxième question, vous m'aviez dit, c'était, je m'excuse, c'était… Oui, bien sûr, c'était par rapport au travail zombie qu'évoque Kasunogest. En gros, la production de valeur que nous faisons lorsque nous regardons des publicités à la télévision ou lorsque l'on like des photos sur Internet, sur son smartphone, notre cerveau se rend disponible à la matière algorithmique et donc on produit de la valeur comme ça. Et la question, c'était est-ce qu'avec Simone Veil, on peut penser à cette situation de la production de valeur qui est massive aujourd'hui, hein, qui se compte en dizaines, en centaines de milliards, avec les GAFAM. Est-ce qu'avec Simone Veil, on peut trouver des ressources pour penser cette situation-là? Alors, je ne sais pas parce que c'était une mathématicienne de haut niveau et ces questions de cybernétique l'intéressaient. Bon, mais malheureusement, elle est morte, comme vous voyez, en 1943. Mais je pense qu'elle aurait été effrayée d'une certaine façon parce que quand on regarde les gens qui sont maintenant branchés en permanence dessus, puis on ouvre n'importe quel site, on vous dit est-ce que vous acceptez d'être surveillé, enfin de recevoir des cookies et tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense que là, j'ai l'impression que, et là, il y a quand même pas mal de gens qui travaillent sur ces questions, qui montrent qu'on est dans une forme plein de gens maintenant ont un mal fou à avoir de l'attention à cause de ça. Il y a des gros problèmes en termes de cognitif, si vous voulez, de développement cognitif. Et donc, on peut s'inquiéter, peut-être, et on le voit bien dans certains coins, qu'il y a des gens qui utilisent tout ça pour des raisons qui sont inquiétantes, quoi. Et je crois que c'est pour ça que moi, je n'ai pas utilisé de PowerPoint, mais je sais qu'aujourd'hui, parce que comme l'a écrit de manière ironique quelqu'un, un bouquin sur pauvre point, c'est-à-dire qu'effectivement, la pensée, c'est pas PowerPoint, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention de ne pas confondre la pensée qui demande du temps, de l'élaboration et des réactions à des stimuli immédiats, vous voyez ce que je veux dire, qui relèvent pratiquement du stimulus-réponse, quoi. Et donc, là, d'un behaviorisme le plus plat, quoi. Et qui est inquiétant parce que je pense que si on… Alors moi, j'enseigne plus enfin, à des jeunes, etc. Mais moi, tous mes anciens me disent que de plus en plus, les gens ont du mal à lire, ils ont du mal à avoir une attention très soutenue. Bah, ça pose un problème quand même. Hein, ça pose un problème. Hein, parce qu'il faut ils sont tout le temps stimulés par plein de choses en même temps. Et je ne suis pas sûr que ça va faire des esprits forts, comme disait Simone Veil. Alors, j'avais raté une question dans le fil de discussion. Baptiste voulait réagir. Antonio nous dit juste qu'il a un problème de connexion et il te remercie, Jean-François, pour ton intervention, mais il va aller se déconnecter. Baptiste, tu voulais réagir à la question d'avant. La question de Sarah sur la subsidiarité. Aujourd'hui, c'est un thème qui a le vent en poupe, notamment effectivement dans les milieux chrétiens, et qui se réfère beaucoup à la philosophie aristotélicienne ou aristotélo-thomiste.
Mais pour le coup, ce n'est pas du tout le cas, à mon sens, de Simone Weil. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle va chercher sa pensée de la subsidiarité dans la métaphysique platonicienne. Oui, c'est ça. Avec la notion de métaxu. Donc, métaekein en grec, c'est tenir avec ou tenir ensemble. Et la traduction qu'on donne, c'est intermédiaire ou médiation. Et en fait, elle imagine un monde formé d'étages, de degrés d'être qu'on franchirait au fur et à mesure, dans une perspective initiatique. C'est tout son intérêt aussi pour les religions à mystère, à côté du christianisme. Et cette vision scalaire verticale, elle va la projeter sur le plan horizontal pour penser ainsi les corps intermédiaires et ce que Albert Camus a appelé après sa mort l'enracinement, en donnant ce titre au recueil de textes de Simone Weil. Et donc, j'ai envie de dire ici, voilà, c'est le lien platonisme, enracinement ou subsidiarité, mais de façon plus générale, je trouve que l'intérêt de Simone Weil, c'est justement de montrer que derrière une organisation du travail, par subsidiarité par exemple, il y a une métaphysique. Chose évidemment qu'on a du mal à imaginer quand on reste au seul niveau des sciences de gestion, des sciences humaines de façon générale. Je crois que là, il y a une source d'inspiration absolument fondamentale. Voilà, c'était une petite remarque sur la question de la subsidiarité. Oui, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai lu, moi, je ne suis pas, évidemment, je ne suis pas un grand spécialiste de Simone Weil. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir en quoi, d'abord, de mettre en valeur cette femme qui a vraiment une réflexion profonde sur le travail, de rappeler dans mon livre qu'elle a sa place et toute sa place dans un panthéon, entre guillemets, intellectuel de notre tradition. Et en même temps, en lisant beaucoup sur elle, et en même temps, on voit effectivement ce que tu dis, elle est très marquée par Platon. Elle est plus platonicienne qu'aristotélicienne. Ça, c'est assez clair. Et donc je souscris à ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai qu'elle se pose la question du méta. Et c'est vrai qu'on se la pose tous d'une certaine façon. Alors après, on peut se la poser dans un modèle qui n'est pas forcément théiste ou déiste, ou etc. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de qu'est-ce que du sens de ce qu'on fait, et c'est vrai que c'est très important parce que c'est comme ça qu'on vit, quoi. Alors après, on peut l'interpréter de différentes manières, mais c'est extrêmement important. Or, moi, ce que je vois d'une certaine façon, et ça peut faire un lien avec ce que tu viens de dire, c'est un appauvrissement du symbolique. On est de plus en plus, on est dans un appauvrissement du symbolique. Et c'est pour ça que les gens sont perdus aussi. C'est parce que on est dans le réel, le réel bête et méchant. L'imaginaire ne fonctionne plus. Ou alors il est extrêmement colonisé par l'économique et l'utilitaire. Et donc, du coup, c'est très appauvri, quoi. Et c'est pour ça et en plus, le management a participé à tout ça avec le managérialisme à tous les étages, quoi. Puisqu'on dit les catégories gestionnaires sont devenues les catégories de la société, quoi. Et alors après, on s'étonne qu'on n'a plus de politique. Mais c'est normal, parce que les politiques, ils pensent en catégorie gestionnaire. Mais le politique ne peut pas être pensé en catégorie gestionnaire. C'est pas possible. On doit les penser en politique. Vous voyez, De Gaulle pensait en catégorie gestionnaire. C'est pas pensable. Bon, donc, et là, on bute sur cet obstacle parce qu'on a tellement appauvri la réflexion qu'on en oublie des éléments fondamentaux de la vie des gens et de l'anthropologie fondamentale des êtres humains, quoi. Ça vous intéresse tout ce que je raconte là ou pas? Oui. Parce que comme je suis pas dans la salle, je vous vois, mais je vous vois de loin. Et c'est vrai que nous ne sommes pas des êtres virtuels. Enfin, on peut l'être, mais se dire c'est le réel. Là, l'autre jour, j'étais en colloque là, et j'ai vu des gens, ça faisait 3 ans que je ne les ai pas vus. J'aurais aimé être avec vous, mais là, ce n'était pas possible. C'est tellement agréable de se revoir. Mais de se revoir, là, d'avoir l'expérience phénoménologique de la présence, vous voyez, mais pas de la présence uniquement virtuelle. Voilà.
Bon, résultat, c'est frustrant de nous dire ça en conclusion d'une présence virtuelle. Mais en tout cas, Ce que je veux dire, c'est que c'est de la phénoménologie, là. Hein. On est, les limites, à la fois, c'est formidable parce que sans ça, on ne pourrait pas se parler, c'est formidable, ça nous permet. Et en même temps, bah oui, c'est. Mais cela dit, je dois dire que là, les conditions sont quand même bien réunies parce que je vous vois bien, je vois tout le monde, je vois la salle et tout. Et donc, du coup, parce qu'il y a eu des fois, j'intervenais. J'avais des visages et des fois, il n'y avait personne. Vous savez, ils fermaient tous leur image. Alors là, au moins, je vous vois, c'est formidable. Quoi. Bien, tu dis ça, il y en a certains qui réallument leur caméra. Mais vu que tu nous vois bien, tu vas pouvoir nous voir applaudir pour te remercier. Bon, voilà, je ne sais pas. Donc, je vous souhaite de bonnes réflexions, continuez. Et puis, c'est vrai que c'est une question centrale pour le management. Hein. Et oui. Or, pour terminer, le travail est un impensé du management. Oui. C'est aussi ça. Clairement. Donc, l'intérêt de réintroduire Simone. Ouais, mais là, vous voyez bien que j'ai introduit plein d'autres gens par la suite dans la foulée. C'est parce qu'on réintroduit le travail au sens noble du terme et fondamental dans la gestion. Quoi. Parce qu'en fait, c'est des gens qui travaillent. Les gestionnaires sont des gens qui travaillent, les employés sont des gens qui travaillent, les ouvriers sont des gens qui travaillent et tout le monde travaille dans une organisation. Mais c'est marrant, on parle d'organisation, de structure, etc., mais on ne parle pas de travail en général. C'est assez intéressant. D'où l'idée de cette année. Non, c'est une très belle initiative parce que c'est quand même fondamental. Quoi. Ce rapport management-travail, c'est fondamental.